Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on débrief l'étape numéro 20 de cette Vuelta 2022. On va faire bilan des bleus top flop, mais vous allez voir, je pense que la vidéo va faire à peu près la même taille qu'hier. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, c'est très important pour améliorer la visibilité de la chaîne. De commenter, c'est très important aussi, et de vous abonner, c'est très important, en mettant la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, et vous cliquez tout de suite sur la vidéo, et donc ça fait plus de vues. Ça permet voilà, que YouTube la mette beaucoup plus en avant. Ça c'est très important aussi. N'hésitez pas à aller voir TikTok, à vous abonner à TikTok, à la page l'Amérique Production, tout attaché, où on fait le débrief, par exemple, de l'étape, débrief des qualifications, là en Formule 1. N'hésitez pas également à aller voir Spotify 2.0. Également, le lien dans la description, et vous avez également des onglets, dans l'onglet communauté, vous avez également des messages là-dessus. Étape numéro 20 qui devait être l'étape phare de cette Vuelta, mais j'ai envie de dire qu'elle résume assez bien cette Vuelta. Bah, ça a jamais vraiment décollé quoi. Enfin, ce qui est terrible, c'est que dans cette troisième semaine, il y a l'étape de jeudi qui est pas mal, mais en gros, s'il n'y a pas l'étape de mardi avec les 10 derniers kilomètres où tu as la chute de Roglic et la crevaison de Evenepoel, bah, tu as eu très peu de spectacles. Là encore aujourd'hui, hein, sur cette étape-là, bon, l'échappée. Alors il y a eu un match pour l'échappée avec Carapaz et Robert Stannard. Derrière, l'échappée s'est jamais vraiment entendu, et puis tu sentais que certains coureurs étaient quand même bien fatigués. Mais je trouve que l'étape, on a été un peu dans un faux rythme, et ça se voit à un moment parce que vous avez la Bora qui roule, et puis après elle arrête de rouler. Et puis derrière, il y a personne qui prend le relais. On se retrouve même à avoir un Van Wilder qu'on a beaucoup vu. On a beaucoup vu la Quick Step en fait, alors que la Quick Step n'a pas été incroyable pendant toute cette compétition, à part Julien Alaphilippe. J'ai envie de dire que cette Vuelta s'est arrêtée après le contre-la-montre. C'est fou de se dire que après 10 jours de course, la Vuelta, c'était presque fini. Euh, Parce que derrière, j'ai envie de dire que pour les sprints, Pedersen était déjà en tête, on a perdu Sam Bennett à ce moment-là. Il y a eu le classement de la montagne avec l'abandon de Jevine, qui s'est passé ensuite, mais il y a eu très peu de changements, que ça soit au niveau du général, que ça soit au niveau de plein de paramètres, après, en fait, quasiment ces 10 premiers jours de course. Ce qui veut quand même dire que sur cette Vuelta, il y a eu un problème de parcours. Alors, j'ai bien, on dit toujours, c'est les coureurs qui font la course, mais il y a un moment, il faut un minimum de difficulté. En deuxième semaine, en troisième semaine, ça manquait cruellement d'étapes difficiles, ça manquait cruellement de pourcentage, ça manquait aussi cruellement d'enchaînement de difficultés. On a souvent eu des courses de côte sur cette Vuelta. Le parcours n'était pas suffisamment bien conçu pour qu'on ait une course spectaculaire. Et j'ai envie de dire en plus, c'est la terrible difficulté qu'a la Vuelta chaque année, c'est que la Vuelta est moins prestigieux que le Tour de France et que le Giro, et que la Vuelta a aussi un problème, c'est qu'il y a beaucoup moins de côtes en haute altitude, et qu'elle arrive en troisième aussi la Vuelta. Donc on a déjà eu le Tour d'Italie, le Tour de France, donc il y a là un peu de la fatigue, il y a des coureurs il y a des personnes qui sont en overdose un petit peu de cyclisme. La Vuelta doit faire mieux que les deux autres grands tours. C'est un peu l'obligation de la Vuelta chaque année. Et là, c'est moins bien que les deux autres grands tours. C'est-à-dire que moi, j'ai préféré le Giro, j'ai préféré le Tour de France, j'ai préféré la Vuelta de l'année dernière. J'avais pris beaucoup de plaisir à regarder la Vuelta de l'année dernière. Cette année, j'ai pas pris beaucoup de plaisir. C'est pas juste parce que les Français n'ont pas été performants. C'est pas juste ça. C'est juste que le parcours était pas intéressant. C'est pas que j'ai un problème avec Remco Evenepoel. Non, le parcours ne m'a pas intéressé. Le parcours ne m'a pas captivé. Et voilà, j'ai pris, enfin sur la deuxième, troisième semaine, on s'est tapé des purges quand même, hein. Il y a des étapes, enfin l'étape d'hier par exemple est une belle purge, mais il y en a eu d'autres, hein, sur cette Volta. J'espère que l'année prochaine le parcours sera mieux fait, parce que c'est vrai que cette année pour moi et de loin le grand tour que j'ai le moins apprécié.
Vraiment, j'ai pris aucun plaisir, enfin très peu de plaisir à regarder cette course, à part la première semaine. Lors de l'arrivée en Espagne, la 4e étape, jusqu'à 8e, 9e étape. Puis après, bah, il n'y a pas eu beaucoup de spectacles. Note de l'étape 8 sur 20. Bah, il y a un peu le spectacle quand même avec Carapaz. Carapaz a fait l'étape aujourd'hui. Mais on a bien senti que à 40 bornes de l'arrivée, bah voilà, hein, Henrik Mas et Remco Evenepoel, ils se sont serrés la main. Et puis après, derrière, bah, c'était fini, quoi. L'étape, pour la bagarre, pour la victoire au général, elle s'est finie à 40 bornes de l'arrivée parce que Henrik Mas n'était pas fantastique et Remco Evenepoel, il a été attaqué, hein, mais il s'est jamais retrouvé en difficulté. Hein. Il a répondu taille patron aujourd'hui, Remco Evenepoel. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Bilan des Bleus très rapide aujourd'hui. Alors Ben O'Connor, pour commencer rapide, mais vraiment rapidement, Ben O'Connor perd une 11 aujourd'hui, mais il reste 8e du général. Donc pas de changement pour Ben O'Connor qui fait top 10. C'est pas forcément le résultat qui était escompté plus que ça pour Ben O'Connor, dont je dirais plus-moins sur cette étape. Mais sur cette Vuelta en général, on s'attendait un petit peu mieux de Ben O'Connor. Simon Gugelmi qui fait 13e de l'étape à 1,23. Dans l'échappée, il a tenté de sortir, il a tenté d'anticiper un petit peu comme avait fait Elie Gebert. Bon, Arkea a été un peu plus visible sur cette 3e semaine que je dirais, à part sur les sprints, que sur le reste de la course. Il aura manqué Quintana hein, de toute manière chez Arkea et ça s'est bien senti pendant toute la course. Gugelmi a tenté. Bon, ça n'a pas suffi hein, pour Simon. Il en manquait un peu. Il y avait des trop gros noms dans cette échappée. Carapaz, Higuita, Pinot. Pour pouvoir faire mieux. Vraiment, c'est presque un flop quand même aujourd'hui. Thibaut Pinot qui finit aussi à 1,23. Ça a été une Vuelta compliquée. Je ne sais pas si elle était prévue d'entrer cette Vuelta à son programme à Thibaut Pinot. Il avait dit je joue le Tour de France. J'ai l'impression que ça s'est un peu rajouté presque à la dernière minute ou en fin de Tour de France. On s'est dit tiens bah, sur la Vuelta on ne sait pas trop qui mettre. Ah bah Thibaut tu voudrais pas venir pour aller chercher des victoires d'étape. Sauf qu'en général sauf qu'en réalité je pense que Thibaut Pinot il est sur les rotules. Il est cramasse. Faut quand même rappeler que Thibaut Pinot il a commencé très tôt la saison. Il a été performant quand même sur le Tour des Alpes. Ce qui était le mois de mars, mois d'avril plutôt, Tour des Alpes. Ensuite, il a enchaîné encore des bons résultats. On a bien senti que sur le Tour de France, c'était déjà pas trop ça. Alors on a mis ça sous le dos de la Covid. Mais est-ce que c'était pas déjà un peu de la fatigue pour Thibaut Pinot d'un gros début de saison? Il est à 83 jours de course, Thibaut Pinot. Donc on commence à être... je pense qu'il a rarement fait autant de jours de course. Si je compare à 2018, par exemple, il était à 69 jours en 2018, quand il gagne le Tour de Lombardie. Et en 2019, si on compare à l'année d'après, il arrête après le Tour de France, donc il a que 54. Et peut-être 2016, où il n'y a pas eu de pépin physique pour Thibaut Pinot, si il était à 54, donc 2017. Je n'ai pas toujours les dates en tête, hein, où il finit avec le Tour de Lombardie, il est à 77. Donc je pense que c'est sa saison, il a le plus couru, Thibaut Pinot, et je pense que c'est de la fatigue, tout simplement, qui fait qu'il n'est pas performant. Alors, il finit 6e à l'Alto del Piornal, hein, mais je pense que 4e au Colao Foncaya. Mais c'était pas ce qui était attendu de la part de Thibaut Pinot. Ce qui était attendu, c'était une victoire d'étape, et c'est ce qui lui a manqué aujourd'hui. Dommage à Thibaut. Alors, est-ce qu'il fera le Tour de Lombardie en fin de saison? De toute manière, même s'il fait le Tour de Lombardie en fin de saison, je pense que ça sera compliqué. Je miserais plus sur David Gaudu, moi, sur le Tour de Lombardie, qu'on a vu hier sur le Grand Prix de Québec, qui a été plutôt très intéressant. On passe tout de suite au coureur au top.
Ah, attaque de Marlou! Du côté des coureurs auto, je commence avec le grand Richard Carapaz. Troisième victoire d'étape sur cette Vuelta. Pour quelqu'un qui avait pas bien débuté, il finit plutôt très bien. Il remporte le classement de la montagne et avec la manière, parce que aujourd'hui il a vraiment voulu montrer que il était vraiment qu'il avait fait de ce classement quelque chose d'important, parce que ça s'est vraiment vu. Qu'il a été performant pendant toute l'étape. Il n'a pas arrêté d'attaquer pendant toute la journée. Carapaz, ça a été l'animateur de la journée, ça a été le seul animateur de la journée presque. Richard Carapaz. 3 victoires d'étape, le classement de la montagne. C'est plutôt une Vuelta au final réussie, alors que ça avait mal débuté lors de la première semaine. C'est vrai qu'il avait eu beaucoup de mal. Mais lui, il a été performant après l'étape 10. Il prend ce classement de la montagne, mais quand on voit le nombre de points, au final, il ne l'a pas volé. 73 points, c'est un peu plus que Jevine quand il a abandonné. Et aujourd'hui, il a été fort. Il a été fort sur la fin d'étape, sur les 7-8 km de plat, où il a vraiment bien résisté. Fort pour la Chiguita, parce que ça me rappelait un petit peu cette étape du Tour de Catalogne, où les deux étaient partis à plus de 100 km de l'arrivée, et où Higuita avait pris le maillot de leader sur ce Tour de Catalogne, ce fameux samedi pluvieux sur le Tour de Catalogne cette année. Ça m'a un peu rappelé ça, avec Carapaz et Higuita, qui étaient partis à 3, parce qu'il y avait eu... C'était Luc Plapp ou Turner. Il y avait un coureur de Ineos qui avait accompagné pendant une dizaine de kilomètres. Après, ils avaient fait, je crois, 110 km à 2 en Baraki. Mais Carapaz, oui, aujourd'hui, il a été impressionnant. C'est lui qui attaque pendant toute la journée. Il a fait mal sur chaque difficulté. Il attaque dès le début de journée. Il part à 2 avec Robert Stannard. Faut y aller déjà, et puis derrière il a continué. Quand ça se regroupe, il arrive à ressortir derrière. Donc vraiment une belle journée de la part de Carapaz. Il était intenable, et est-ce qu'il sera au championnat du monde? Je ne sais pas. Je crois pas. Je crois que lui aussi il fait l'impasse sur les championnats du monde. Par contre, Tour de Lombardie, Carapaz, ça peut être un cours intéressant. Et puis autant Ineos s'est planté sur les grands tours, on n'a pas une très grande réussite sur les grands tours. Autant Ineos, ça fait quand même une grande année sur les classiques. C'est vrai que et on s'aperçoit qu'ils ont gagné pas mal de victoires d'étape quand même cette année, Ineos. Par contre, c'est le général des 3 grands tours où il en manque un petit peu. C'est vrai qu'il ne gagne aucun des 3 grands tours. C'est un petit peu la difficulté, mais voilà. Chapeau Richard Carapaz. Deuxième chapeau du jour, encore chez Ineos, c'est Rodriguez. Je parlerai d'Evenepoel plus tard, c'est parce que ça m'arrange en termes de montage, c'est pour ça que je mets Rodriguez maintenant, qui ne perd qu'une minute, qui perd 1 minute 23 aujourd'hui, donc un peu plus d'1 minute sur les différents leaders, mais il a souffert pendant cette étape vraiment assez vite. Dès que le rythme s'accélérait, il souffrait énormément. La chute qu'il a pris quand même il y a 48 heures ou un peu plus, c'était quand même costaud. C'était une très très grosse chute. C'est le genre de chute où parfois tu ne repars pas. Lui, il est reparti. Je pense peut-être qu'il faudra vérifier s'il n'y a pas un trait de fracture, ce genre de choses qui peut arriver et qu'on ne voit pas toujours sur le coup. Mais je trouve qu'il a été vraiment impressionnant aujourd'hui, sa capacité à résister. Hier aussi, mais là aujourd'hui il a été vraiment fort. Je trouve Rodriguez, il s'est accroché, il aurait pu lâcher à un moment et se dire là je suis à 1 minute derrière, c'est bon, je passe à autre chose, je perds le général de la course. Mais non, il a continué, il a vraiment voulu finir. Peut-être aussi le fait d'être à domicile, ça a aidé avec le maillot de champion d'Espagne. Et voilà, il finit quand même. Alors il perd 2 places aujourd'hui, mais il finit 7ème du général. Il est à 1 seconde de Arensman. Il faudra voir demain entre Arensman et Rodriguez, que Arensman perde pas 1 seconde. Mais voilà, il finit 7ème de ce Tour d'Espagne. C'était son premier Tour d'Espagne. Alors oui, Juan Ayuso a été beaucoup plus visible.
Mais il avait vraiment été fort, Carlos Rodriguez. Donc vraiment un bon job pour le coureur espagnol. Et donc je termine avec Remco Evenepoel. Bah voilà, 45 ans. Bon, c'est quasiment fait. Bien entendu, demain, faut pas qu'il tombe, hein, Remco Evenepoel. Mais demain, ça semble quand même plus une longue balade dans les rues de Madrid. Impressionnant Remco. Et puis, oui, aujourd'hui, il a été peu inquiété. Et les fois où il a été inquiété, il a répondu présent. Il a annihilé les attaques de ses adversaires très facilement. Et je pense qu'il a dégoûté Enric Mas, qui a bien senti aujourd'hui qu'il ne ferait pas la différence. Il ferait pas la différence par rapport à Evenepoel, et on a bien vu à 40 bandes de l'arrivée, c'est l'entente cordiale, quoi, hein. C'est le pacte de non-agression. C'est voilà, on se serre presque la main, je dirais pas ça, mais on se serre la main et puis voilà, finito, quoi. Il a écœuré ses adversaires et aujourd'hui, il a jamais été vraiment mis en difficulté. Euh, c'est une belle Vuelta pour Evenepoel, surtout quand on parle quand même du départ de Remco Evenepoel, c'est-à-dire au départ de cette course de 3 semaines, c'est la première fois vraiment qu'il part avec un rôle de leader, parce que sur le Giro, quand il avait fait le Giro, il revenait de blessure, donc il était là vraiment plus dans un rôle de découverte. Là, il partait avec le rôle de leader, il s'est mis la pression aussi parce qu'il a gagné la Classica San Sébastien en dominant. On avait beaucoup de questions quand même avant le départ de la course. Est-ce qu'il allait tenir 3 semaines? L'altitude, comment il allait gérer, l'enchaînement des difficultés, l'enchaînement des journées, comment il allait gérer également son équipe qui semblait forte, mais au bout de 2-3 jours, on s'est aperçu que c'était sur le papier qu'elle était forte parce que elle a assez vite volé en éclats dans pas mal d'étapes de montagne, sauf Julien Alaphilippe. La question également qu'on pouvait se poser, c'est que est-ce qu'il allait garder son calme pendant 3 semaines de course, ce qui est très important sur une course de 3 semaines? Est-ce qu'à un moment il allait pas s'emballer? Comment il allait gérer la pression médiatique en Belgique, qui a été énorme surtout ces derniers jours? Et il a très bien géré tout ça. Alors il y a encore une incertitude, c'est sur la haute altitude, où il a été moins bon du côté de la Sierra Nevada. Il a bien récupéré de sa chute, donc il a montré également des très grosses capacités de récupération parce qu'il s'est pris quand même une belle chute et il a bien récupéré. Et encore une fois, il a été mis que très rarement en difficulté sur cette course. Il a répondu présent. Et l'altitude, quand tu vois en plus, c'est qu'on me le disait dans les commentaires, mais quand tu vois sa capacité à corriger ses défauts, oui, c'est inquiétant pour les adversaires, hein. Je ne sais pas quel sera son programme l'année prochaine. Est-ce qu'il défendra son titre sur la Vuelta? Est-ce qu'il ira sur le Giro, sur le Tour de France? Mais bien entendu, ça sera un des coureurs à suivre. Mais impressionnant. Et d'un calme olympien, d'un sang-froid olympien, Evenepoel quand même sur ces 3 semaines. Ce qui m'a marqué, c'est qu'on ne l'avait pas toujours vu comme ça, Remco. Là, il a été d'un calme olympien. C'est aussi là-dessus où il a construit sa victoire. C'est que même dans les petits moments de difficulté, il s'est pas emballé, il s'est pas énervé. Voilà, vainqueur d'un grand tour, de Liège-Bastogne-Liège sur la même année, de la Classica San Sébastien. Bon, c'est quand même l'un des coureurs de la saison, Remco Evenepoel cette année, le Belge. Comme quoi, quand je n'ai rien contre Remco Evenepoel, ça c'est pour les fans belges dans les commentaires. Oui, parfois je suis sévère, mais je suis sévère aussi avec les coureurs français. C'est pour le rappeler, ça. Certains fans belges qui ont du mal à comprendre que oui, des fois on peut critiquer Remco Evenepoel, mais on peut quand même apprécier quand il performe. Pas que des supporters belges, même certains fans. Le vrai terme, je dirais, c'est des fanboys de Evenepoel, pas les fans, les fanboys. Il y a une différence. J'ai les mêmes avec Verstappen, par exemple. On a les mêmes en Formule 1 aussi, ce genre de situation. Parce que je pense qu'il n'y a déjà pas que des Belges, et qu'il y a des Belges aussi qui avaient peut-être le même avis que moi sur certaines étapes, qui se sont plantés aussi. Parce que oui, moi je pensais que sur l'étape de dimanche la semaine dernière, que son niveau de performance commençait à décroître, et en fait non, il a répondu présent. C'est là où il a été solide, Remco Evenepoel. On passe tout de suite au bonnet d'âne.
Deux bonnets d'âne aujourd'hui, mais au final, c'est vraiment un bonnet d'âne. Le bonnet d'âne, c'est la Bora. Stratégie de foirade totale. Alors, je sais pas quel était l'objectif au départ de la Bora, si c'était faire gagner Guita ou Inlay. Mais dans un cas comme dans l'autre, ils ont très mal couru. Si ton objectif c'était de partir dans l'échappée et de faire gagner Guita, dans ce cas-là, tu ne roules pas comme des ratés au pied de la côte de la Morcuera. Et dans la côte de troisième catégorie, c'était le Puerto de Calencia. Tu roules pas à fond à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas d'intérêt, tu vas diminuer l'écart. Parce qu'au final, l'échappée s'est quasiment fait toute reprendre, sauf Carapaz, parce que c'est la Bora qui a roulé et qui a fait diminuer l'écart, avec un peu UAE, mais surtout la Bora. Surtout qu'Inlay, il jouait plus rien en général. Voilà. Donc, est-ce que c'était pour faire jouer la gagne pour Inlay? Dans ce cas-là, ok, super. Mais dans ce cas-là, Higuita, il se relève. Tu le laisses pas en porte-à-faux comme ça à 10 secondes de Carapaz. Enfin, tu lui dis, bah, tu te relèves et tu vas rouler pour Inlay. Donc, je ne sais absolument pas quelle était la stratégie de la Bora aujourd'hui. Est-ce que c'était faire gagner Inlay, gagner Higuita, pardon. Mais dans les deux cas, ils se sont foirés. Ils se sont foirés parce que Inlay ce soir est 4e de l'étape, Higuita finit 10e, et que dans leur manière de courir, ils se sont ratés. Voilà. Et en plus, très clairement, Inlay sur une arrivée comme ça sur du plat, face à Remco Evenepoel et face à Juan Ayuso, voilà. Hein. Janeley, c'est pas le meilleur sprinter du monde sur du plat. Donc, bon, surpris. S'ils ont joué Inlay, un peu surpris. Vu le type d'arrivée de jouer Inlay et surtout de ne pas le faire partir en échappée, parce que ça aurait pu être un intérêt de le faire partir en échappée. Il était à 12 minutes. Ça aurait peut-être animé la course encore de plus loin. Le fait de faire attaquer Janeley dans l'échappée. Pas trop compris la Bora. Et puis, pour finir, mais c'est vraiment un flopounet, c'est Juan Ayuso. Pourquoi je mets Juan Ayuso, mais vraiment en flopounet? C'est que je pense qu'il était capable aujourd'hui de faire la différence, mais qu'il a peut-être pas osé. Il s'est peut-être contenté un petit peu de sa 3e place aujourd'hui à Juan Ayuso. Parce que quand il a attaqué notamment et qu'il met dans le rouge Almeida, c'était peut-être le plus fort du groupe maillot rouge. Il était plus en forme que Mas, il était peut-être une chouille mieux encore que Evenepoel. Et moi, j'ai le sentiment qu'il était peut-être en capacité d'aller chercher la gagne s'il avait osé. Je pense qu'il a manqué un petit peu, je dirais pas d'envie, mais il n'a pas tenté. Il n'a pas tenté parce qu'il avait peur peut-être de perdre beaucoup et il n'a pas osé. Voilà. Donc un peu de regret par rapport à Juan Ayuso aujourd'hui. Mais vraiment, c'est un flopounet aujourd'hui à Juan Ayuso. Et ben voilà, on a fini l'étape. Demain, présentation à 7h30. Il y a 95% de chance, voire même 100%, je vous le dis déjà, il n'y aura pas de débrief de l'étape de demain. Parce que ça va être un sprint, Pedersen, Fred White, alors peut-être Cadengrove, mais il n'y aura pas grand-chose à débriefer. Par contre, il y aura le débrief peut-être de la Formule 1 demain soir, pour compenser. Et puis on fera le débrief des classiques canadiennes. Mais encore ça dépend, peut-être que ça dépend à quelle heure finit le Grand Prix de Formule 1. Mais il y aura le débrief des courses canadiennes mardi, je pense, mardi ou mercredi. Il y aura un point maintien, il y aura pas mal de choses pendant la semaine prochaine pour avoir encore des vidéos et du cyclisme. Il y aura le bilan de la Vuelta également. Voilà, il y aura pas mal de choses encore à dire la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller sur TikTok. Le débrief va arriver avec un petit peu de retard sur TikTok parce que je n'ai pas encore enregistré qu'il est 18h. Et puis voilà, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!